Mission, non, mais nous, c'est pas nouveau. On court toujours. Bonjour Jade. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Bien, bien et toi? J'ai dit Jade. Il faut quand même dire Jade Almeida. Juste Jade, comme ça devient. Mais parce que- Jade est un joli prénom. Oui, mais tu n'es pas intervenu depuis le début de l'émission, donc. C'est ça. Oui, ça va? Oui, ça va très bien, tranquillou. Bien, parfait. Jade, on va très loin. Oui. Aujourd'hui, on va, bon, très loin. On va en Afrique. À l'autre bout, dans un coin de pays qui a fait beaucoup l'actualité, mais dont on ne parle pas assez. Bah, paradoxalement, c'est un pays qui n'a pas du tout fait l'actualité justement, alors que on devrait beaucoup en parler, étant donné ce qui se passe actuellement au Soudan. Voilà, on va parler du On Soudan. va parler du Soudan. Et il se passe énormément de choses actuellement au Soudan. Et curieusement, pas tellement de couverture médiatique, pas tellement de réactions au niveau international, réactions officielles, on s'entend. Donc je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler sur Des au Québec, puisqu'on aime parler. On n'aime pas de choses dont on ne parle pas. Voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Bah, Est-ce que actuellement, tu contextualises? je contextualise, je D'accord. donne les racines historiques, D'accord. on va parler géographie, tu nous connais. Encore géographie aujourd'hui? Mais Cyril, est-ce que tu avais entendu parler qu'au Soudan, actuellement, on en est à 4 mois de manifestations? Non. Contestation de la rue. Non, je l'ai su lorsque tu as annoncé ton sujet. D'accord, bah, J'ai c'est pas- très j'ai pas intéressant. suivi. Non, c'est vrai. Bah, du coup, actuellement, au Soudan, on en est à 4 mois de contestation, des manifestations énormes qui ont commencé depuis mi-décembre 2018 et qui sont en fait de fortes manifestations qui réclament entre autres le départ de Omar al-Bashir. Donc, si jamais tu ne connais pas Omar al-Bashir, c'est donc le leader du pays, qui est en place depuis 30 ans. Tu connais? Oui, non, voilà, je- j'aime bien la tête de Oui, ces parce que non, je connais, bon, 30 ans, oui, j'en connais qui sont là plus longs que lui, mais bon, ça, c'est pas ça, C'est pas ça le c'est pas ça sujet. la question. C'est pas ça la Ils sont- question. ouais. Mais actuellement, il y a d'énormes manifestations qui ont lieu au Soudan avec une forte répression pour tenter de faire démissionner Omar al-Bashir, comme j'ai dit, qui est là depuis 30 ans. Et malgré l'importance de l'actualité, très peu de couverture médiatique, très peu de réactions à l'international. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc je vais quand même donner un petit peu de contextualisation, que ce soit historique, que ce soit politique. Et je préviens, le sujet est extrêmement complexe. Donc, comme j'ai dit, je ne pourrais pas aller à fond en 20 minutes. C'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de forces en cours. Donc, restez avec moi pour pouvoir comprendre. Mais c'est important, en fait, Mais toi d'avoir... aussi, reste avec nous. Mais Ne nous bien emmène sûr. pas parce que. Hein. Mais c'est important d'avoir ce background pour comprendre l'importance des événements actuels. Donc, comme j'ai dit, Omar al-Bashir, il est au pouvoir depuis 30 ans après un coup d'État en 1989. On en reparlera. Mais il faut savoir aussi que le Soudan, en fait, pour vraiment comprendre toute la complexité de la situation, c'est que le Soudan est composé de différentes régions avec différentes ethnies et toutes ayant des rapports bien particuliers entre eux, notamment au niveau des régions. Donc, par exemple, il faut savoir que en situation géographique, le nord du Soudan, grosso modo, c'est la partie dominante. Hein. Oui. C'est la partie à laquelle les Anglais ont laissé le pouvoir après l'indépendance, donc en 1956. Donc, on va dire que les autres régions, on va pas dire, les autres régions du Soudan sont marginalisées vis-à-vis de la concentration du pouvoir qui se trouve au Nord-Soudan, d'accord, qui sont sous la coupole du Nord-Soudan. Mais il faut aussi savoir que le sud et l'ouest du Soudan sont les régions dont historiquement provenaient les esclaves dans la traite arabo-musulmane, ce qui veut dire qu'en plus de la marginalisation économique des régions sud et de la région ouest du Soudan, il y a aussi une marginalisation par rapport à la négrophobie. Donc il faut aussi comprendre qu'au sein du Soudan, c'est une force en place à prendre en compte. Donc marginalisation plus négrophobie, très mauvais cocktail. Très mauvais cocktail. Ouais. Oui. Et en parlant du Sud-Soudan, j'essaye vraiment de résumer pour vous donner en tête le background. Le Sud-Soudan est extrêmement riche en termes de pétrole, ok? Donc, non seulement ils étaient marginalisés par rapport au nord, mais c'est quand même la partie la plus riche en termes de pétrole du Soudan. C'est les 3/4 des réserves du pétrole du Soudan global. Et il faut savoir que dès la prise de l'indépendance, donc dans les années 50, le Sud-Soudan, les habitants ont pris les armes pour se défendre face au nord du Soudan, notamment face à cette marginalisation économique, socio et politique, donc au niveau du pouvoir. Parce qu'en dépit de la concentration des richesses, très peu de représentation du pouvoir du Sud-Soudan après l'indépendance. Donc, juste après l'indépendance, il y a une guerre civile qui éclate, énormément de combats. Je ne vais pas faire tout l'historique de la guerre civile parce que ce serait vraiment trop complexe, mais disons que à partir de 1972, le Sud-Soudan obtient une certaine autonomie, une autonomisation régionale, et en 2011, le Sud-Soudan obtient son indépendance. Ok, gardez ça en tête.
Après bien des massacres, hein, Après quand même, bien hein, des massacres, c'est vraiment une histoire complexe et non seulement c'est une histoire complexe, c'est comme le dit Cyril, une histoire qui a coûté, on parle d'une guerre civile féroce, d'accord, en termes de longueur, en termes de nombre de morts, en termes de déplacement de population. Ça a été extrêmement dur, mais en 2011, la situation n'est pas pour autant réglée. On pourrait faire une chronique sur ce qui se passe actuellement au Sud-Soudan en termes de guerre civile et les pouvoirs internes du coup. Mais du coup, après le 2011, Sud-Soudan obtient son indépendance, ce qui veut dire que, comme je l'avais dit, 3/4 des réserves du pétrole du Soudan n'appartiennent plus au Soudan, puisque le Sud-Soudan obtient son indépendance. Dans un pays qui actuellement a énormément de problèmes économiques. Donc ça va aggraver la situation économique. On parle d'une inflation à 70%. Et en gros, pour en revenir à nos manifestations qui ont commencé en décembre 2018, à la base, ce sont des manifestations qui se sont déclenchées suite à l'augmentation du prix du pain. Donc il y a eu une multiplication par 3 du prix du pain. Donc, énorme. Dans un pays où, pour vous donner une idée, on parle de plus de 20 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. En fait, le Soudan représente un tiers du nombre total de pauvreté des pays arabes. D'accord? C'est 66 millions en tout. Parmi ces 66 millions, plus de 20 millions sont du Soudan. C'est vraiment quand on parle de pauvreté comme fléau. Donc, ce qui est à partie ces manifestations, c'est pauvreté et augmentation finalement du prix du pain. Et cette manifestation qui a pris de court en fait le pouvoir politique, elle part de villes d'extrême nord, notamment Atbara. Donc j'ai deux sources, une principale qui me dit c'est parti d'Atbara, puis ça s'est étendu à toutes les villes jusqu'à finalement toucher Khartoum, qui est donc la capitale, avec la concentration du pouvoir politique à Khartoum. Autre qui me disent que c'est parti de Al-Damazine, qu'ensuite par, on va dire, solidarité, Atbara a suivi, et ensuite ça s'est répandu. Les deux sources, comme j'ai dit, c'est extrêmement difficile d'obtenir des informations parce que très peu de couverture médiatique. Donc, je ne peux pas dire quelle source là pour autant. Mais on le sait, en tout cas, c'est pas parti de Khartoum, c'est pas parti de la capitale, c'est parti de villes extérieures. Notamment de villes, Atbara, c'est une ville avec une grosse concentration ouvrière. Une grosse histoire syndicale aussi, on en reparlera. Donc, la situation historique fait que ça se propage quand on parle des manifestations de 2018, il ne faut pas considérer que depuis les années 70, on a un pouvoir en place et il n'y a jamais eu de manifestation. En fait, pas du tout. Certes, on parle de ce qui a débuté actuellement en 2018, mais c'est quand même dans une continuité de révoltes et de manifestations, notamment en 2011. Il y a eu de grosses manifestations en 2011 au Soudan face au régime de Omar al-Bashir, qui était mené principalement par des étudiants. Il y a eu une grosse répression, on parle de centaines de morts. Donc une répression féroce. Il y a eu des centaines de morts en 2013 également. Et quand je dis qu'il y a une historique de soulèvement et de renversement, pourquoi il faut comprendre à quel point c'est historique ce qui est en train de se passer également au Soudan, c'est qu'on parle d'un pays qui a quand même, par les manifestations et le soulèvement populaire, réussi à renverser 2 dictatures déjà, historiquement, depuis l'indépendance du Soudan. Donc celle en 1964, qui avait été un coup d'État militaire, puis il y a eu une instauration d'un régime. En fait, en 1964, il y a eu une instauration d'un régime parlementaire, puis il y a eu un coup d'État par Néméry, et donc il y a eu une révolution populaire qui a réussi à renverser le régime de Néméry, puis il y a eu aussi dans les années 80. Donc là, on a Omar al-Bashir, qui est en place depuis 89, qui j'imagine connaît l'histoire de son pays. Bien, assez bien quand même. Et connaît en tête l'histoire des insurrections et des soulèvements. Et ok, ma population a déjà réussi à renverser 2 régimes autoritaires. J'ai des soucis à me faire. Et donc, les manifestations se passent. Et au niveau des relations internationales, c'est vraiment réaction internationale, je trouve ça très intéressant. Du coup, j'ai dû gratter pourquoi il n'y a pas de couverture médiatique et pourquoi il n'y a pas de réaction à l'international. Il faut savoir qu'actuellement, le Soudan a quand même quelques soutiens, notamment le soutien du Qatar, le soutien de l'Égypte, le soutien de la Chine, entre autres. Et ce n'est pas pour rien s'ils ont le soutien du Qatar, le soutien de l'Égypte et le soutien de la Chine, parce que c'est un gouvernement qui a de gros problèmes économiques, qui a besoin d'argent et qui actuellement est en train de vendre à qui peut se l'offrir les terres, les contrats miniers. On envoie des soldats pour aller se battre dans les guerres des autres. Donc on vend tout ce qu'on peut vendre pour renflouer le coffre de l'État. Donc quand le Qatar, l'Égypte et bien sûr la Chine qui actuellement a acheté énormément de contrats miniers soutiennent entre guillemets le Soudan, ils soutiennent leur intérêt économique. Nous ne sommes pas dupes. Donc, du coup, il y a cette pression économique qui est présente sur le gouvernement avec ces fameux soutiens qui sont des soutiens rapaces parce que, je le rappelle, lorsque vous externalisez vos richesses, lorsque vous externalisez les contrats, c'est de la richesse qui sort du pays, qui ne revient pas à ces populations. Donc, non seulement on parle d'un pays où la population sous le seuil de pauvreté explose les statistiques, mais on parle d'un pays qui est en train de vendre à qui le veut
toutes ses richesses et toute sa capacité à engranger finalement de l'argent. Donc, ce n'est pas un bon cocktail, dirons-nous, en gros. Donc, comme je l'ai dit, il y a ses relations internationales, donc il a quelques soutiens. Pour autant, on attend, il y a toujours pas de pression qui est faite sur Omar al-Bashir pour calmer, on va dire, la répression qui se fait par rapport aux manifestations. Et pourtant, c'est à noter, Omar al-Bashir est le seul président en vie qui a contre lui un mandat d'arrêt international. J'attendais, c'est ça que j'attendais. Je sais que tu attendais, Cyril. Il y a tellement de choses en cours actuellement au Soudan. Moi, plus je faisais mes recherches sur ce dossier, plus j'avais les yeux qui s'écarquillaient. Donc, al-Bashir, depuis 2010, il y a un mandat d'arrêt international qui a été fait par la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre par rapport au Darfour. D'accord? Après, Cour pénale internationale. Ça peut se discuter. Il pourrait y avoir toute une chronique là-dessus, parce que c'est une cour qui ne s'intéresse qu'aux dictateurs africains, qui ne va jamais s'intéresser à la responsabilité occidentale dans des crimes. On pourrait faire une chronique là-dessus, mais en tout cas, il y a eu reconnaissance donc de ce Omar al-Bashir comme responsable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre au Darfour. Donc il y a un mandat d'arrêt international qui se fait depuis 2010, mais apparemment ça n'a pas l'air de gêner le monsieur, qui voyage autant qu'il veut ces dernières années. Il est allé en Libye, en Égypte. Il choisit ses pays quand même. Oui, il choisit ses pays. Mais peut-être que le pied de nez le plus incroyable, enfin le pied de nez le plus culotté qu'il y a eu par rapport à ce mandat d'arrêt, c'est sa visite en Chine. Le fait qu'il soit allé en Chine et qu'il n'y ait eu absolument aucune suite par rapport à ce mandat d'arrêt. Sachant qu'il faut bien comprendre, à cause de ce mandat d'arrêt, à cause de la reconnaissance de ces crimes, il y a énormément de sanctions que subit le Soudan, donc la population soudanaise, des sanctions à l'international, notamment des sanctions américaines. Encore une fois, je parle d'un pays qui a un gros problème économique et qui en plus doit subir les sanctions économiques internationales, ce qui rajoute de l'huile sur le feu. Et quand je lisais donc ces fameux dossiers par rapport à la Cour pénale, c'est intéressant de voir que le Soudan subit ces sanctions, mais les pays qui accueillent Omar al-Bashir sans donner suite au mandat d'arrêt, aucune sanction, aucune même tape sur le poignet, tout le monde s'en fiche. Donc c'est quelque chose à rappeler. Je rappelle aussi que la France a travaillé activement au maintien de la dictature de Omar al-Bashir, et ce, notamment dans les années 90. Quand je dis activement, on donnait des images satellites des positions des forces rebelles qui essayaient de... Bon. Donc la France a une énorme responsabilité dans le maintien de cette dictature, entre autres. Ce qui veut dire qu'actuellement, pendant ces manifestations, on a le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège qui ont signé un texte conjoint où ils disaient, je cite, qu'ils étaient préoccupés par quelques informations. Ils disent, on a des informations crédibles, entre guillemets, qui nous préoccupent, entre guillemets, et nous appelons tous les acteurs sur place à ne pas tomber dans la violence. Entre guillemets encore? Entre guillemets, si tu veux, Cyril. Mais pour vous montrer je vais rester poli, donc on va dire la superficialité de la prise de position à l'international. Donc pour en venir à ces fameuses manifestations, actuellement, maintenant que vous avez le background de tout ce qui se passe, et comme je dis, il y a encore beaucoup plus de forces complexes, parce qu'on parle aussi d'un régime qui a instauré la charia. Donc c'est un régime avec des forces islamistes qui le soutiennent. Très fort, très présente. Très présente, avec notamment des femmes luttent énormément, manifestent pour obtenir leurs droits. On pense à la loi générale qui a été appliquée, qui est une loi qui permet aux policiers d'arrêter de manière complètement arbitraire une femme pour, par exemple, la manière dont elle porte. Sa jupe n'est pas assez longue, ses manches ne sont pas assez longues, on peut l'arrêter. Donc, il y a aussi ce background-là à prendre en compte au niveau politique. Et donc, on se retrouve avec ces manifestations, des manifestations soutenues. En fait, c'est différents groupes. Il n'y a pas de parti politique qui mène ces manifestations. C'est parti des villes et à la base, c'est parti à cause de l'augmentation du prix du pain. Puis, c'est vite devenu des manifestations qui réclament le départ de Omar al-Bashir, voire qui réclament le changement de régime. Donc, il y a des syndicats, des ouvriers, énormément de femmes, des étudiants qui se sont organisé de manière endogène, donc vraiment de manière, c'est parti de la rue et ça a grossi, au point que donc du coup, ça a pris de court le gouvernement qui ne semble pas, d'après les comptes rendus que j'ai pu lire, qui ne semble pas se décider entre répression totale et conciliation. Donc on se trouve par exemple ils ont bloqué Internet, ils ont mis en place un état d'urgence qui interdit du coup de faire des manifestations qui est censé durer 1 an. Avant qu'on commence à regarder de travers constamment les pays africains, je rappelle que la France a mis en place un état d'urgence pour empêcher et rendre illégales les manifestations aussi. Donc, en Occident, ça se fait.
passons. Et donc, il y a eu, comme on compte plus de 60 morts à l'heure actuelle. On a une répression avec des arrestations, de la torture, avec des tribunaux d'exception, ce qui fait qu'on passe c'est pour passer rapidement. Exactement. Ouais. Et pendant qu'il y a ça, il y a quand même, en même temps, et finalement, son état d'arrêt d'urgence, son état d'urgence qui devait durer 1 an a été limité à 6 mois. Il a annoncé, parce qu'il avait mis en place un comité qui devait changer la constitution et le rendre du coup leader à vie, parce qu'à chaque fois il se représentait, il était réélu. Hein. Donc il a remis à plus tard sur ce plan-là. Il a limogé tout le gouvernement, mais il a mis en place 18 militaires, enfin à tête des 18 régions des militaires qui sont très proches de sa cause. Donc il y a un va-et-vient entre répression et conciliation, c'est quand même massivement de la répression. Et là-dedans aussi, il faut comprendre que au niveau des forces d'opposition qui sont toujours présentes par rapport au régime de al-Bashir au moment où il y a eu un coup d'État, ce sont des forces d'opposition qui sont surtout aussi présentes à l'international. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'actuellement, par exemple, à Paris, la personne que j'ai pu interviewer, Fatma, je vous donnerai aussi la revue où vous pourrez trouver son interview, m'expliquait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'il y a des forces d'opposition qui ont organisé une réunion de 3 jours à Paris pour s'organiser par rapport à ce qui se passe au Soudan et l'après-manifestation. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il y a quand même un impact au niveau de la diaspora et il y a quand même un impact au niveau de comment les chefs d'opposition qui sont à l'étranger s'organisent pour essayer également d'avoir un impact sur ce qui se passe actuellement au Soudan. Reste que c'est difficile de savoir où ça en est. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui sortent en fait. Hein. Exactement. Mais à cause de cet état d'urgence depuis janvier, les manifestations continuent, et ce, avec les risques d'arrestation, torture, etc. Mais ça a eu un impact quand même sur le nombre de manifestants qui s'y rendent. Reste que c'est un mouvement qui continue de se faire, et ce depuis décembre. Donc ça fait 4 mois qu'on a une population qui prend risque pour pouvoir manifester contre ce régime. Et le fait qu'il n'y a absolument aucune couverture médiatique est quand même choquant. C'est choquant. Pour le moins qu'on puisse dire, étant donné la situation, étant donné l'importance historique, étant donné la complexité des forces en cours. Mais on tenait à Néo-Québec à donner un peu de visibilité à cette actualité et pour participer au maintien des informations, parce qu'au niveau de la diaspora même, quand on cherche des informations, ça peut être très difficile à trouver. Donc vous aurez toutes les listes des sources que j'ai pu avoir sous ma vidéo, et on vous encourage également à soutenir ce mouvement-là, à relayer l'information. Si vous en avez, à nous contacter pour qu'on le repartage également sur notre page. Et voilà. Merci beaucoup, Jade. Je rappelle juste que tu parlais des pays entre guillemets de soutien. Oui. Le Soudan est en train de devenir, s'il ne l'est pas déjà, la chasse gardée de la Chine. Ah oui. Mais dans ce coin-là. Sauf qu'il a juste au-dessus l'Égypte, où les Américains sont venus se positionner depuis. Donc, en fait, tu as ces deux, je voulais dire géants, je ne sais pas si je vais dire monstres, qui se regardent, et c'est évidemment... C'est 2 tumeurs. Voilà, bon, encore mieux. Laquelle va affecter laquelle va affecter l'autre, mais voilà. Et actuellement, je ne sais pas si tu as vu l'actualité aux États-Unis, ils sont en train de lancer une propagande, on va appeler tel que c'est, pour mettre en garde les pays en développement contre l'investissement de la Chine. Parce que leur propagande, c'est de dire, vous savez, lorsque la Chine vient pour acheter vos contrats, ce n'est pas forcément pour le bien-être de vos populations. Moi, j'ai lu ça, je suis désolée, j'ai rigolé. Ça, on est dans vraiment toute une autre chronique qui mérite des chroniques même carrément. Mais sur ce point-là, il est évident que non, c'est bien qu'on en parle. Omar el-Béchir a été applaudi à un moment donné par la jeunesse et une certaine société civile africaine du fait de l'incapacité de la CPI de mettre la main sur lui. Et on s'est dit, oui, c'est une très bonne chose. De l'autre côté, parce que ça a toujours un revers, ces médailles-là. Puis la Ligue arabe et l'Union africaine sont contre ce mandat d'arrêt et l'ingérence de la Cour pénale internationale. Donc c'est vraiment complexe. C'est très complexe. Les forces en cours. C'est ça. C'est pour ça que je pense aussi que les réactions sont... comment dire ça, pas tendres, sont carrément absentes. Parce qu'on peut, pour être bien précise, il faut reconnaître les crimes et son implication dans ces crimes. C'est juste qui reconnaît et qui va mettre en place cette justice, c'est autre chose. Je pense que la CPI nous a montré son visage. Laissons ce débat. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine.